En cet hiver, le port de Rouen était enveloppé d'un épais brouillard, et la Seine semblait engloutir les navires qui tentaient d'accoster sur ses rives gelées. C'est dans ce décor sombre que Julien Morel, un marchand ambulant de 38 ans, débarqua, une sacoche de cuir usée, fermement serrée tout le bras. Pour ceux qui l'observaient, il n'était qu'un voyageur fatigué, comme il en croisait tant, traversant la Normandie avec des étoffes, des épices et des babioles venues de l'étranger. Mais à l'intérieur de cette sacoche se trouvait ce qu'il savait être la révélation la plus troublante de sa vie. Des documents, capables d'exposer l'un des secrets de famille les plus sombres, jamais enregistrés dans la France du XIXe siècle. Parmi des papiers jaunis, des généalogies tracées d'une écriture ferme, des certificats de naissance et des lettres confidentielles, se trouvait la véritable histoire de la famille Duhamel, une lignée qui, depuis plus de 3 décennies, cultivait une image de bourgeoisie normande respectable, tout en cachant un héritage génétique de roi d'or, de manipulation et de cruauté calculée qui semblait faire partie intégrante de la lignée elle-même. Ce que Julien avait découvert n'était pas surnaturel, c'était quelque chose de bien plus terrifiant. La capacité d'une famille entière à perfectionner, au fil des générations, l'art de détruire quiconque se mettait en travers de son chemin sans jamais laisser de traces apparentes. Avant de continuer avec cette révélation glaçante, une petite pause. Si vous aimez plonger dans des histoires que la Bible peut faire oublier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires de quelle ville des France vous nous suivez. Pensez-vous que des histoires de Chelsea pourraient être répandues plus près de chez vous que vous les pensez ? Julien Morel n'était pas naïf. Marchand expérimenté, il avait appris très tôt à écouter les conversations dans les tavernes, dans les marchés et sur les quais. Il savait distinguer les rumeurs des vérités dangereuses. Mais les documents qu'il transportait n'étaient pas des rumeurs, c'étaient des preuves. Ils étaient tombés entre ses mains de manière presque accidentelle, lors d'une transaction avec un notaire du Havre qui, avant de mourir, lui avait confié une boîte fermée à clé. À l'intérieur, il avait trouvé la sacoche de cuir qui portait désormais sur sa poitrine. Au début, Julien avait cru qu'il ne s'agissait que de vieilles correspondances, de registres de famille de peu d'importance. Mais au fur et à mesure qu'il lisait, son visage s'était durci. Les lettres parlaient d'enfants envoyés dans des pensionnats, d'où il n'était jamais revenu, de testaments modifiés dans des circonstances suspectes, d'héritiers légitimes tombant mystérieusement malades, peu après avoir revendiqué leur part. Les noms et les dates coïncidaient avec d'anciennes rumeurs de Rouen, des histoires murmurées dans les ruelles, des tragédies chuchotées lors des veillées funèbres, mais jamais reconfirmées. Et c'était là le fil qui les unissait toutes, la famille Duhamel. Rouen, à cette époque, était une ville divisée. Le port était en effervescence avec les marchands étrangers, mais l'intérieur de la ville gardait encore des traditions médiévales, avec des familles influentes qui contrôlaient la vie de quartiers entiers. Parmi elles, aucune n'était plus respectée ou grande que les Duhamel. Ils s'habillaient comme des nobles, même sans titre officiel. Ils finançaient le décolle, mais décidaient qui y avait l'accès. Ils offraient l'aumône, mais choisissaient qui était digne de la recevoir. Il était facile pour des yeux distraits de ne boire que leur générosité. Mais pour ceux qui osaient regarder plus près, il y avait quelque chose de troublant dans cette famille. Une absence de chaleur, une manière calculée de sourire uniquement quand c'était important, une étrange capacité à transformer les ennemis en alliés ou à les faire disparaître à silence. Julien savait que révéler la vérité pourrait lui coûter cher. Mais en marchant dans les rues humides de Rouen ce matin glacial, il ne pensait pas à lui-même. Il pensait aux victimes oubliées, aux familles qui avaient pleuré sa réponse ou non rayé de certificats. Sa sacoche ne contenait pas seulement une partie, elle contenait des histoires réduites au silence. Ce qui nous amène pas encore, c'est comme nous Français parler au monde. Il n'est pas seulement un seul mystère des Duhamel, mais aussi remuer des blessures que leur vie elle-même préférait laisser enfouies. Parce qu'au fond, la véritable question est pas seulement de savoir qui était l'infidèle. La question est à combien d'autres familles comme eux ont un vistant silence, profitant de l'isolement, de la confiance, de la vulnérabilité des petites communautés françaises du XIXe siècle. Et plus troublant que cela encore. Les Duhamel ont-ils vraiment été détruits ou certains de leurs secrets les plus sombres sont-ils morts avec eux ? Au cœur de la France rurale,
là où les collines s'étendent comme des vagues figées dans le temps et où les forêts de chênes s'accrochent aux vallées profondes, se trouvait le village oublié de Montclair. En 1836, il apparaissait à peine sur les cartes officielles. Les rares voyageurs qui s'aventuraient sur ces routes disaient qu'entrer à Montclair, c'était comme franchir une frontière invisible vers une autre époque, un lieu immobile où le monde moderne n'était pas encore arrivé. Les chemins qui y menaient n'étaient que des sentiers étroits et boueux, bordés de murs de pierre en ruine et de vignes sauvages qui s'entremêlaient comme des doigts desséchés pointant vers le ciel. Montclair avait été fondé en 1792, au plus fort des bouleversements de la Révolution française. 3 familles protestantes, persécutées et expulsées de leur ville natale de Lyon, avaient trouvé refuge dans cette petite clairière cachée dans les bois. Il y avait érigé des exemples grises, un petit moulin et surtout une modeste chapelle en bois, qui devint rapidement le cœur spirituel et social de la communauté. Ce n'était pas seulement un temple, mais un refuge contre le chaos du monde extérieur. 40 ans plus tard, Montclair comptait un peu plus de 200 habitants. La plupart étaient des descendants en direct de familles fondatrices, unis par des liens de sang, de foi et de silence, d'y vivre ces vieux souverains de la stricte, où chaque geste était observé et chaque écart rapidement corrigé par le regard sévère du pasteur et des anciens. L'isolement qui les produisait les emprisonnait aussi. Peu partaient et encore moins au jeu de arrivé. Les matins, mon cuir était enfoncé dans les pieds roulants, custom allait devenir blanc comme allons de manteau et de se dissiper de quand milliers de journées. La cloche de la chapelle souillure métallique marquait non seulement l'heure des prières, mais aussi de rythme la vie de chaque famille. Quiconque à y voir Montclair entendrait d'abord les cosses chéris pour y rêver les collines, que c'était l'avertissement car dans le différent des ici, un temps propre ce lieu-là. C'est nos records silence ancestral, étoiles issues des broncs, le cœur bas l'après-midi, une veille, une apprentissage des stalangette pour remplir de bois, complété d'ogier, ou bien dans le front de keuf. Et la tenue de centre système calme, elle était plus rigoureuse que d'amitié, le relativement la type, dit que le zout n'était simple de nous, les polas, cette boule qui peintre godine, comme je console les signes, c'était pour la fin du bois oublié. L'après-midi du 14 novembre, juste avant le coucher du soleil, alors que la lumière dorée se brisait en lambeaux d'olbre entre les chênes, 3 figures apparurent sur le sentier venant du sud. La première était un homme grand et mince, au pas ferme, bien que son corps trahisse le poids d'une longue marche. Il portait un manteau usé, déjà effiloché aux manches, et des bottes qui avaient parcouru d'innombrables kilomètres. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant parsemés de fils gris, bien qu'il n'ait pas encore 40 ans. Son visage était sillonné de rides précoces, non pas dues à l'âge, mais aux épreuves. Cet homme était Étienne Marchand, un prêcheur itinérant connu dans les villages reculés et oubliés le long des chemins étroits qui serpentaient à travers les campagnes de France. À ses côtés marchaient de jeunes filles de 9 ans, si semblables qu'elles semblaient être le reflet l'une de l'autre. C'étaient ses filles jumelles, Élise et Camille. Elles portaient de simples robes en tissu sombre, déjà trop courtes pour leur corps qui grandissait vite. Leurs fines bottes protégeaient à peine le pied de la boue froide du chemin. Chacune portait un petit baluchon avec ses affaires, mais ce qui attirait le plus l'attention n'était pas leurs vêtements ni leur ressemblance physique, mais leurs yeux. Les yeux des 2 filles brillaient d'une manière qui mettait mal à l'aise quiconque les fixe trop longtemps. Il n'y avait ni balise ni innocence enfantine. Il y avait une conscience, une lucidité silencieuse qui semblait peser plus lourd que leur âge ne le permettrait. Élise, la plus bavarde, portait ce regard avec une confiance presque défiante. Camille, en revanche, le maintenait en silence, comme si son âme contemplait des choses invisibles au train. Le poids du voyage. Le voyage jusqu'à Montclair avait été particulièrement difficile. Les pluies tardives d'octobre avaient transformé les sentiers de terre en couleur boueux, et Étienne avait souvent vu porter Camille sur ses épaules quand la fièvre l'affaiblissait. La petite fille était plus fragile que sa sœur, mais avec la bravo toujours un ton plus bas et une toux sèche qui s'obstinait à la visiter les nuits froides. Pourtant, il y avait une sérénité sur son visage qui contrastait avec la vivacité inquiète d'Élise. Étienne n'emportait qu'une vieille sacoche de cuir, où il gardait sa négligée, quelques objets personnels, et un cahier de couverture sombre où, disait-on, il consignait des réflexions et des observations spirituelles. Depuis la mort de sa femme, Madienne, survenue en donnant naissance à Junelle, 9 ans plus tôt, il ne s'était plus jamais séparé de ce cahier. C'était donc que sorte de lien entre sa vie d'autrefois, il a dû réalité le prêcheur errant. Lorsqu'ils arrivèrent finalement aux abords du village, les ombres avaient déjà englouti les maisons de Quières et la petite place centrale. Le son grave de la cloche de la chapelle résonnait sur la colline, appelant les fidèles à la prière du soir. C'est ainsi que le pasteur Jean-Baptiste Fournier,
chef spirituel de Montclair, les vit pour la première fois. La rencontre avec le pasteur Fournier. Fournier était un homme robuste, avec une barbe bien taillée et un regard autoritaire. Originaire de Dijon, il avait abandonné le confort de la ville pour servir cette communauté isolée, croyant que sa mission était de préserver la foi dans des terres où la modernité mettait du temps à arriver. Il consignait tout dans son journal, naissance, décès, mariage et événements importants du village. Sa minutie à noter chaque détail se réputa essentielle pour préserver la mémoire de ce qui allait se produire. Ce soir-là, en terminant ses prières, Fournier vit à la porte de la chapelle, flanqué de filles, sa silhouette. La première pensée qui lui vint fut celle de la fatigue, non seulement physique, mais spirituelle. Il y avait quelque chose dans la posture de cet homme qui trahissait un fardeau, allant au-delà de la pauvreté ou des difficultés du chemin. Les filles restaient près de lui, comme si l'ombre de son corps était leur abri naturel. « Que Dieu vous amène en paix », dit Fournier, tendant la main pour saluer le visiteur. Étienne inclinant légèrement la tête, sans oser un sourire. « Bien sûr qu'un serviteur à la recherche d'hommes fatigués, » répondit-il d'une voix grave qui résonnera dans la chapelle presque vide. « Ce sont mes filles, Élise et Camille. » Les filles fixèrent le pasteur de les yeux attentifs. Élise soulait, mais Camille restèrent silencieuses, comme si elle mesurait l'homme devant elle. La première bizarrerie, cette même nuit, la famille marchande fut accueillie dans la maison du pasteur, où il était avec son épouse, Marguerite. La table était simple, garnie d'un pain noir, de soupe de légumes et d'un peu de vin de la mauvaise récolte de cette année. Pendant le repas, Élise, qui parlait avec une aisance surprenante pour son âge, interrogea l'épouse du pasteur dans le jardin qu'elle entretenait derrière la maison. Les roses ont-elles refleuri après la maladie qui les a presque trouées il y a 3 étés? La cuillère tomba dans Madame Arlette, qui restait immobile un instant, regardant à la petite fille avec stupeur. En effet, 3 ans auparavant, une infestation incertaine avait dévasté Siroger, qu'il était sa plus grande fierté. Et peu de gens dans le village étaient au courant de la lutte silencieuse qu'elle avait menée pour en sauver au moins un plan. Mais ceux qui le sauvaient n'en auraient jamais parlé en dehors des limites de Montclair. Comment le sais-tu, mon enfant ?» demanda Marguerite d'une voix tremblante. Élise se contenta de sourire et répondit avec un naturel déconcertant. « J'ai rêvé de roses pendant la marche. J'ai rêvé que les plus belles fleurs de tout le comté poussaient ici, juste derrière cette maison. » Camille, jusque-là silencieuse, leva les yeux et compléta d'un murmure. « Mais toutes n'ont pas survécu, n'est-ce pas? Certaines ont été enterrées, comme si elles pleuraient sous la terre. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd. Fournier consigna cet épisode dans son journal cette même nuit, le décrivant comme la première fissure dans le voile de la normalité. Les filles, dans les jours qui suivirent, la présence des jumelles ne passera pas aperçue. Rebecca, ou plutôt Élise, avait un magnétisme naturel. Elle parlait aux adultes sans timidité, posait des questions directes, regardait chaque personne dans les yeux avec une intensité qui mettait mal à l'aise. Les gens étaient attirés par elle, bien qu'ils ne sachent pas l'expliquer. Camille, en revanche, semblait se mouvoir dans un silence absolu, comme si elle n'appartenait pas complètement au même monde que les autres. Elle anticipait souvent les phrases de sa sœur ou complétait des pensées inexprimées. Quand on lui posait une question, elle répondait lentement, mais ses mots avaient un poids étrange,
comme s'ils n'étaient pas de simples réponses, mais des vérités profondes. Étienne, bien que fier de ses fils, portait aussi l'ombre d'une inquiétude. Ce n'était pas la première fois que ce fillejuge démontrait une connaissance inexplicable. Dès leur plus jeune âge, elle décrivait des rêves qui se réalisaient ensuite, parlait de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, ou connaissait des secrets qu'elle n'aurait jamais pu apprendre. Au début, il attribuait cela à des coïncidences ou à la sensibilité enfantine. Mais à mesure qu'elle grandissait, les épisodes devenaient plus fréquents, plus clairs, plus impossibles à ignorer. Le poids du passé. Étienne n'était pas étranger à la souffrance. Sa femme, Madeleine, était morte, donnant naissance aux filles par une nuit d'hiver rigoureuse lorsque la neige avait isolé leur petite cabane pendant des semaines. Il l'avait enterrée seule, sous la lune glacée, enveloppée d'un drap blanc. Depuis lors, sa vie avait été japonée par la douleur et la responsabilité d'élever deux enfants qui portaient à la fois le souvenir de leur mère et quelque chose d'inexplicable. Quelque chose dont il ne savait pas si cela venait de Dieu ou d'une source plus sombre. La réputation d'Étienne comme prêcheur itinérant venait justement de ce contraste. Partout où il allait, des communautés entières semblaient renouveler leur foi après son passage. Certains croyaient que c'était la force de ces mots. D'autres, plus attentifs, remarquaient que les véritables réveils spirituels ne commençaient pas pendant ces sermons, mais après les conversations silencieuses des filles avec les habitants. La nuit avant le dimanche, le samedi soir, logé dans la petite cabane prêtée par la congrégation, Étienne veilla au coin du feu presque éteint. Son visage était marqué par l'inquiétude. Lorsque le pasteur Fournier entra, il le trouva avec sa Bible ouverte, mais le regard perdu dans le vide. « Les filles ont eu des rêves troublants cette nuit, » dit Étienne à voix basse. « Elles rêvent souvent des endroits où nous allons. Mais cette fois, c'était différent, plus sombre. » Avant que Fournier ne puisse demander, Élise apparut à la porte, ses cheveux encore emmêlés par le sommeil, mais les yeux clairs fixes. « Pasteur Fournier, dit-elle d'une voix enfantine et ferme, dans votre chapelle, sous la 4e planche du sol, juste à côté de l'autel, il y a quelque chose de caché qui ne devrait pas être là. Camille a rêvé de ce que c'est, et moi, j'ai rêvé dans la raison pour laquelle c'est caché. » Le sang quitta le visage du pasteur. En effet, il y avait quelque chose de caché sous ces planches, un objet que personne, à part lui, ne connaissait. Camille s'approcha, ses pieds nus glissant sur le plancher de bois. « C'est une bouteille marron, » dit-elle doucement, enveloppée dans un morceau de tissu bleu, la couverture d'un bébé. Fournier sentit ses jambes flageoler. C'était vrai. Le tissu était le dernier vestige de son fils, mort alors qu'il n'était qu'à l'horizon, 5 ans plus tôt. Il avait caché cette bouteille de vin sous l'autel comme un rappel douloureux de sa propre faiblesse, de la tentation qui le tourmentait encore, et de la perte qu'il n'avait jamais pu surmonter. Étienne posa sa main sur l'épaule du pasteur. Son regard bel et compassion et une profonde fatigue. Cela a commencé quand elles étaient très petites, dit-il. Au début, j'ai cru que c'était juste de l'intuition d'enfant. Mais à mesure qu'elles grandissent, leurs perceptions deviennent plus spécifiques, plus impossibles à expliquer par des moyens naturels. Fournier ne répondit pas. Il se contenta de fermer les yeux, murmurant une prière silencieuse, cherchant dans sa foi un refuge contre le sentiment que quelque chose d'extraordinaire, et peut-être de dangereux, venait d'entrer à Montclair. L'aube pointait à peine lorsque la cloche de la petite chapelle de Montclair tinta, annonçant la première réunion de la journée. Ce n'était pas un appel festif, ni même solennel. Le tintement résonnait sur les collines, comme si le bronze était fatigué, portant en lui non seulement le poids du métal, mais celui de décennies de silence et de secrets gardés. Les habitants, dispersés dans leurs maisons de pierre, se réveillèrent sans surprise. C'était comme si ce son faisait partie de la respiration même du village, prévisible, inévitable, mais jamais totalement réconfortant. Ce matin-là, le brouillard était plus épais que d'habitude. Il descendait des pentes et s'étendait sur les ruelles étroites comme un lourd manteau, estompant les contours, troublant la vue. Pour ceux qui ne connaissaient pas bien Montclair, y marcher, c'était comme être prisonnier d'un rêve mal cousu. Mais pour les villageois, le brouillard était devenu presque un compagnon. Presque, car il y en avait qui juraient qu'au milieu de lui, on entendait parfois des chuchotements.
et ce n'étaient pas des simples échos du vent. La rumeur des collines, Marie Delaunay, l'une des plus rieffunes du village, disait souvent que le brouillard était fait des larmes de ceux qui n'avaient jamais reposé en paix. Écoutez bien, et vous entendrez des noms, des histoires, des demandes de pardon, murmurait-elle aux jeunes filles qui venaient l'aider à filer la laine. La plupart riaient, disant que c'était l'imagination d'une véritable mat qui perd le temps, mais d'autres n'en devaient pas en douter. Ce matin-là, alors que la communauté se dirigeait vers la chapelle, les rumeurs ressurgirent avec force. Jean Morel, le jeune pasteur nouvellement arrivé, sentit un frisson lui parcourir les gînes en traversant la place courante de brume. Il marchait accompagné des plus anciens habitants, Henri Defour et Étienne Lambert, et il parlait à voix basse, comme s'il craignait que leurs mots ne se perdent dans l'air. « Vous avez encore entendu ? Oh oui !» demanda Étienne, les yeux fixés sur le salé. « Oui », répondit la sept mains, sans vouloir s'étendre. « Qu'est-ce que vous avez entendu » aventurait Jean. Un ange s'arrêta un instant, prit une profonde respiration et répondit. « Des enfants ont terri ce qui court entre les sables, mais il n'y a pas d'enfants qui jouent si haut, et encore moins dans la forêt haute. » J'entendais chercher une explication logique. C'était peut-être l'imagination d'hommes impétueux aux étoiles fantômes, mais la fermeté dans le ton de rire le laissa perplexe. Le pôle du passé. Le culte de ce matin-là semblait plus lourd que d'habitude. Les bougies vacillaient comme si elles n'étaient qu'un trait de vent invisible. Le brûle lâchait, grinçait à chaque montre Jean. Il parlait d'espoir, de la nécessité de rester ferme dans la foi, mais ses yeux traversaient un certain malaise. Il avait déjà remarqué lors de ses sermons précédents que l'assemblée gardait un silence particulier. Ce n'était pas un silence d'attention, mais de retenue, comme si chaque famille avait une histoire qu'elle n'oserait jamais partager haute voix. Marie Delaunay, assise au premier rang, l'observait attentivement. Ses yeux profonds semblaient contenir plus de questions que de réponses. Lorsque le sermon fut terminé, elle s'approcha du jeune pasteur. « Vous parlez d'espoir, jeune homme, » dit-elle à voix basse. « Mais vous devez comprendre que Montclair est un endroit où l'espoir a toujours un prix. » Jean, confus, lui demanda ce qu'elle voulait dire, mais Marie se contenta de lui serrer la main et de s'éloigner, disparaissant dans le brouillard qui enveloppait encore la place. Les enfants et la colline. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que quelque chose se produisit réellement. Deux fillettes, les filles d'Étienne Lambert, étaient sorties chercher du bois près de la colline au nord. Quand elles revinrent, j'étais pâle, presque incapable de parler. Leur mère tenta de les calmer, mais les yeux écarquillés des petites en disaient plus que les mots ne le pourraient. Jean fut appelé en hâte. Elles ont dit qu'elles ont entendu quelqu'un les appeler par leur nom, raconta la mère, angoissée. Mais il n'y avait personne, juste des arbres et du brouillard. Les filles hochaient la tête en silence, incapables d'articuler des phrases complètes. Une d'elles cependant réussit à chuchoter quelque chose à l'oreille du pasteur. Ce n'était pas une voix étrangère. C'était celle de notre grand-mère. Mais elle est morte l'hiver dernier. J'en sentis un nœud se serrer dans la gorge. Il essaya de rester calme, mais intérieurement, il avait le sentiment que quelque chose échappait à son contrôle. Le journal publié. Cette même nuit, alors qu'il réfléchissait aux événements, Jean décida d'explorer la petite maison du pasteur où il était hébergé. Le lieu ancien et humide abritait des meubles qui avaient déjà appartenu à d'autres pasteurs qui l'avaient précédé. Dans un coin du Dubrow, caché sous des planches de plancher branlantes, il trouva un journal poussiéreux. L'écriture, ferme mais un peu tremblante, appartenait à Paul Vernet, un pasteur qui avait vécu à Montclair jusqu'en 1819. Jean passa ses doigts sur les pages jaunies, lisant des passages décousus. Mais une phrase se détacha. « Le brouillard n'est pas seulement du brouillard,
c'est la mémoire. Et la mémoire ne meurt jamais, elle exige un prix. » Jean referma le journal, le cœur battant. Les mots semblaient confirmer ce que le villageois insinuait toujours. Montclair n'était pas seulement un village oublié, mais un endroit où le passé marchait encore parmi les vivants. La nuit des murmures. Quand l'obscurité tomba, le brouillard revint, plus dense que jamais. Le silence était si intense que n'importe quel son devenait presque une intrusion. Et puis, il entendit un murmure, bas, traînant, mais assez clair pour qu'il ne soit pas le fruit de son imagination. « Jean !» Il s'arrêta, glacé. Son nom, ce n'était pas possible. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Juste le brouillard, immobile, l'encerclant comme un mur invisible. Le murmure revint, cette fois plus près. « Jean, vous ne pouvez pas les sauver. » Le jeune pasteur tomba à genoux, tout son corps saisi par une peur primitive. Sa foi, jusque-là ferme, semblait vaciller face à ce que la raison ne pouvait expliquer. Lorsqu'il parvint enfin à s'embalder ses forces pour retourner au village, son visage était pâle comme de la cire. Il ne raconta à personne ce qu'il avait entendu, mais il savait quelque chose à Montclair était à l'affût, quelque chose qui portait les échos du passé et se nourrissait du silence des vivants. Mais d'une certaine façon, cette chose connaissait déjà son vent. Les collines de Montclair avaient toujours été connues pour leur calme. Le silence des après-midi semblait presque un pacte entre la nature et les habitants. Mais en cette hauteur, en 1836, le silence commençait à être brisé, non pas par des cris humains, ni par des chants d'oiseaux, mais par quelque chose que personne ne sut nommer. Les premiers à se rendre compte furent les enfants. Quand ils couraient dans les champs, ils revenaient chez eux en disant qu'ils avaient entendu des voix dans le vent. Des voix qui chuchotaient leur nom, des voix qui venaient des collines, du bois, ou même de derrière les murs de pierre. Hors des mues, les parents riaient, attribuant cela à l'imagination fertile de l'enfance. Mais quand les adultes commencèrent eux aussi à entendre les murmures, le rire se transforma en inquiétude. Paris une nuit, au levant soufflait fort, du nord. Madame Voilà, l'une des plus anciennes habitantes du village, sortit pour ramasser du bois, en traversant d'un cours de sa maison. Elle entendit discrètement quelqu'un appeler « Élise, Élise !» Son cœur se relâcha. Personne ne l'appelait ainsi depuis sa jeunesse. Son nom, je vais me fier, oublié, résonnait maintenant dans l'obscurité. Tremblante, elle laissa sa brassée de branches et se précipita à l'intérieur. Elle s'enferma à clé et passa la nuit éveillée, priant en silence. Les récits se retendirent. Un paysan torche doit avoir entendu, en labourant son champ, une chanson dans une langue qu'il ne connaissait pas. Un groupe de jeunes prétendit avoir vu des ombres se déplacer entre les arbres au son de chuchotements. Et un voyageur qui s'était abrité dans une auberge s'enfuit à l'aube en disant que quelqu'un était resté debout et près de son lit dans l'ennemi, respirant dans l'obscurité. Le pasteur de la petite chapelle, M. Duval, convoqua une réunion d'urgence. Réunis sous la faible lumière des lampes, les habitants remplissaient l'espace, les visages pâles et les regards anxieux. Le pasteur éleva la voix, mais même lui semblait incertain. « Mes frères, nous ne devons pas céder à la peur. Le vent peut tromper nos oreilles. L'ennemi profite de nos faiblesses pour nous détourner de la foi. » Malgré ces paroles, personne ne fut réconforté. L'air de la chapelle semblait lourd, presque suffocant. Et lorsqu'une fenêtre claqua toute seule au milieu de la réunion, la moitié de l'assemblée se signa immédiatement.
Mais ce que les habitants ne savaient pas, c'est que cette même nuit, une nouvelle tragédie commençait à se dessiner à Montclair. Une tragédie qui donnerait un sens au chuchotement dans le vent et qui ferait que le village ne questionnerait pas seulement sa foi, mais sa propre santé mentale. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec un grincement métallique qui sembla résonner dans la poitrine de Mary. Elle entra lentement, comme si chaque pas la rapprochait non seulement du banc de témoins, mais aussi d'un miroir où il serait obligé de regarder tout ce qu'elle était devenue. La salle était comble, pleine de curieux, de journalistes et de voisins qu'elle connaissait depuis l'enfance. Les regards la suivaient comme des lames aiguisées, coupant toute tentative de cacher sa honte. Elle s'assit, et pendant un instant, elle voulut disparaître dans le siège dur en bois. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. En levant les yeux, elle croisa le regard de Sarah, son ex-meilleure amie, la femme qui était maintenant au centre de toute la tragédie. Sarah ne semblait plus la même. Il y avait de la dureté sur son visage, mais aussi une profonde fatigue, comme si chaque nuit blanche avait éteint un peu de la lumière que Mary avait un jour appris à aimer et à envier. Le juge annonça le début de l'audience, et le procureur se leva avec la froideur calculée de quelqu'un qui savait exactement où appuyer sur la blessure. Sa voix remplit le tribunal, ferme et implacable. « Madame, Mary Wilder, est-il vrai que vous avez présenté le bébé comme votre fils légitime, alors qu'en réalité, il ne vous appartenait pas ?» Le cœur de Mary s'emballa, le silence qui suivit la question sembla peser plus lourd que le son de l'accusation elle-même. Elle sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge, comme si déglutir était un aveu. Je voulais seulement savoir, brisa. Le procureur avança, impétroyable. Nous sommes ici pour des désirs ou des intentions. Avez-vous menti, oui ou non? Mary ferma les yeux une seconde, cherchant dans le noir de son esprit, ni sûr. Mais le vide qu'elle y trouva fut cruel. Quand elle les rouvrit, elle ne rencontra pas seulement le regard sévère du juge, mais aussi les yeux de Sarah, fixés sur elle, mêlant colère et chagrin. « Oui », murmura-t-elle presque inaudible. Un murmure parcourut le tribunal. Certains haussèrent les sourcils, d'autres échangèrent des regards complices, comme si cette confession était la dernière pièce d'un puzzle que tout le monde savait déjà reconstituer. Marie voulut se faire encore plus petite, mais le procureur ne lui laissa aucun répit. « Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait ? Présenter un enfant qui n'était pas le vôtre, exposer des innocents à un mensonge aussi dévastateur ?» Elle respira profondément, cherchant des mots pour expliquer l'inexplicable. J'avais besoin de croire que je pouvais recommencer, qu'il y avait encore une place pour moi quelque part. Le juge inclina la tête, mais il n'y avait aucune compassion sur son visage. Seulement la rigidité de celui qui porte la balance de la loi, indifférent, faiblesse humaine. Pendant ce temps, Sarah ne la quittait pas des yeux. Elle ne clignait pas, ne détournait pas le regard, comme si chaque seconde était un affrontement silencieux. Mary sentait qu'entre elles, il n'y avait plus qu'une accusation. Il y avait l'ombre de toutes leurs années d'amitié, de confidence et du rire partagé. C'était comme si elles étaient toutes les deux prisonnières d'un jeu de miroir, chacune reflétant le pire de l'autre. La défense tenta d'intervenir, arguant que Mary n'avait pas agi par malice, mais par désespoir. Pourtant, chaque mot semblait si petit face au poids de la vérité. Pour l'assistance, elle était déjà marquée, pas seulement comme une accusée, mais comme le symbole d'une faute morale que personne ne semblait disposé à pardonner. À cet instant, quelque chose traversa le Mary, peu importe ce qu'elle disait désormais, pour le tribunal, pour Sibosin, pour Sarah, l'image était déjà figée. Et c'était peut-être ça le vrai jugement, pas seulement la peine inscrite au procès-verbal, mais la condamnation éternelle dans le regard de tous. Le marteau du juge frappa, mettant fin à la session de la journée. Le son sec résonna comme la fermeture d'une porte qui ne s'ouvrirait peut-être jamais plus. Mary resta là quelques secondes, paralysée, avant d'être conduite à l'extérieur. À chaque pas, elle avait le sentiment de porter de chances difficiles, forgées non peu par du fer, mais par le souvenir de tout ce qu'elle avait perdu.
Et au fond d'elle-même, une question persistait, tel un murmure lancinant. Serait-il un jour possible de se regarder dans le miroir sans y voir l'ombre de ce mensonge? Le criminal, ce matin-là, semblait plus lourd que jamais. Les hautes fenêtres laissaient entrer une lumière froide qui traçait des lignes pâles sur le sol en bois, comme si même le soleil avait peur d'entrer complètement dans ce lieu. Il y avait une tension invisible, presque palpable, comme une corde tendue sur le point de se rendre. Marie rentra accompagnée de son avocat. Ses pas, fermes en apparence, cachaient le chaos qui bouillonnait en elle. Chaque regard qui se posait sur elle semblait être une accusation muette. C'était comme si le silence triait plus fort que n'importe quelle parole. D'un côté, l'accusation empilée de documents, prêts à être utilisés comme des armes. De l'autre, des membres de la famille et des curieux observaient dans l'attente, essayant de déchiffrer qui était la vraie Marie Waldeuse. La mère dévouée qui fièrement présentait son fils à sa meilleure amie, ou la fin de foi et calculatrice qui était maintenant assise devant la justice. Lorsque le juge entra, tout le monde se leva par respect. Le grincement des chaises doté d'un tonnerre étouffé. La procès allait commencer, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La première témoin, appelée, fut une voisine qui décrivit en détail les jours où elle avait vu Maline et le bébé en ses brèves. Elle parlait avec conviction, mais aussi avec hésitation, comme si elle craignait d'en révéler plus que ce qu'elle savait. Chaque phrase était notée, chaque mot était posé comme une preuve. Marie écoutait sans bouger. Seul celui qui liait lentement, comme si chaque somnique racontait qu'une épine enfonçait dans sa peau. Quand la voisine dit terminée, l'accusation semblait satisfaite. Mais le silence qui suivit fut presque insupportable. C'était alors au tour de la défense. L'avocat de Marie s'éleva, ajusta ses lunettes et s'avança au centre du tribunal. D'une voix ferme, il commença à interroger la voisine. « Pouvez-vous affirmer avec une certitude absolue que ce que vous avez vu correspond à l'entière vérité, qu'il n'y eut aucun malentendu ?» La femme hésita. Cette petite pause fut comme une frisure dans le mur érigé par l'accusation. Le public le remarqua, le juge aussi. Et à cet instant, Marie comprit quelque chose. Plus que le document, plus que les preuves, ce qui était en jeu était le poids du silence. Chaque personne présente portait des doutes qu'elle ne s'est pas exprimés à voix haute. Chaque regard en disait plus que n'importe quel témoignage. Le silence n'était pas une absence, c'était une présence écrasante. C'était un jugement invisible. Marie respira profondément. Elle savait que si elle voulait résister, elle devrait apprendre à se mouvoir à l'intérieur de ce silence, à supporter le poids des regards qui la condamnaient sans mots, à affronter non seulement le tribunal de la loi, mais aussi le tribunal de l'opinion. Et tandis que la session se poursuivait, avec des voix qui se croisaient, des documents lus et des accusations lancées comme des lames, Mary resta immobile. Son cœur battait vite, mais que son visage était un masque. Le silence demeurait là, remplissant chaque espace entre les mots, et Mary se demandait qu'est-ce qui soit le plus fort, les preuves présentées ou le jugement qui résonnait dans les esprits silencieux. Elle n'avait pas encore la réponse, mais elle était certaine qu'à partir de ce moment, chaque mot, chaque souffle et chaque geste serait pesé non seulement par le juge, mais par le monde qui l'observait avec des yeux avides de vérité cachée. Les collines de Montclair avaient toujours été connues pour leur calme. Le silence des après-midi semblait presque un pacte entre la nature et les habitants. Mais en cet automne 1836, le silence commençait à être brisé, non pas par des cris humains ni par des chants d'oiseaux, mais par quelque chose que personne ne savait nommer. Les premiers à s'en rendre compte furent les enfants. Quand ils couraient dans les champs, ils revenaient chez eux en disant qu'ils avaient entendu des voix dans le vent, des voix qui chuchotaient leur nom, des voix qui venaient des collines, du bois ou même de derrière le mur de pierre. Au début, les parents riaient, attribuant cela à l'imagination fertile de l'enfance. Mais quand les adultes commencèrent eux aussi à entendre les murmures, le rire se transforma en inquiétude. Par une nuit où le vent soufflait fort du nord, Madame Verlin, une des plus anciennes habitants du village, sortit pour ramasser du bois. En traversant la cour de sa maison, elle entendit distinctement quelqu'un appeler « Élise! Élise !» Son cœur se glaça.
personne ne l'appelait ainsi depuis sa jeunesse. Sa nom de jeune fille oubliée résonnait maintenant dans l'obscurité. Tremblante était là, l'endurcie de branche et cette pluie qui pourtant était vieux. Elle s'enferma acculée qui passait la nuit œillée en pliant son silence. Les récits se répandirent. Un agriculteur jurait avoir entendu en aboulant son champ une chanson dans une langue qu'il ne connaissait pas. Un cœur d'un jeune prétendu avoir perdu des ondes les a déplacées entre les arbres aux ondes de chuchotement. Et un voyeur de Zarvet qui s'était avalé dans une auberge ou senti à l'eau en disant que quelqu'un était resté debout près de son nez pendant la respirant dans l'obscurité. Le pasteur de la petite chapelle, M. Duval, convoqua une réunion d'urgence. Réunis sous la faible lumière des lampes, les habitants remplissaient l'espace, les visages pâles et les regards anxieux. Le pasteur éleva la voix, mais même lui semblait incertain. « Mes frères, nous ne devons pas céder à la peur. Le vent peut tromper nos oreilles. L'ennemi profite de nos faiblesses pour nous détourner de la foi. » Malgré ces paroles, personne ne fut réconforté. L'air dans la chapelle semblait lourd, presque suffocant. Et lorsqu'une fenêtre claqua toute seule au milieu de la réunion, la moitié de l'assemblée se signa immédiatement. Mais ce que les habitants ne savaient pas, c'est que cette même nuit, une nouvelle tragédie commençait à se dessiner à Montclair. Une tragédie qui donnerait un sens au chuchotement dans les vents et qui ferait que le village ne questionnerait pas seulement sa foi, mais sa propre santé mentale. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec un grincement métallique qui sembla résonner dans la poitrine de Mali. Elle entra lentement, comme si chaque pas la rapprochait non seulement du banc des témoins, mais aussi d'un miroir, où elle serait obligée de regarder tout ce qu'elle était devenue. La salle était comble, pleine de curieux, de journalistes et de voisins qu'elle connaissait depuis l'enfance. Les regards la suivaient comme des lames aiguisées, coupant toute tentative de cacher sa honte. Elle s'assit, et pendant un instant, elle voulut disparaître dans le siège dur en bois, mais il n'y avait pas d'échappatoire. En levant les yeux, elle croisait le regard de Sarah, son ex-meilleure amie, la femme qui était maintenant le centre de toute la tragédie. Sarah ne semblait plus la même. Il y avait de la dureté sur son visage, mais aussi une profonde fatigue, comme si chaque nuit blanche avait éteint un peu de la lumière que Marie avait un jour accrue à rythmer et enviée. Le juge annonça le début de l'audience, et le procureur se leva avec la froideur calculée de quelqu'un qui savait exactement où appuyer sur la blessure. Sa voix remplit le tribunal, ferme et implacable. « Madame Marie Welder, est-il vrai que vous avez présenté le BP comme votre fils légitime, alors qu'en réalité il ne vous appartenait pas ?» Le cœur de Marie s'emballa. Le silence que suivit la question sembla peser plus lourd que le son de l'accusation elle-même. Elle sentit sa respiration se bloquer dans ses griffes, comme si déglutissait était en affût. « Je voulais seulement savoir projet. » Le procureur avança, impitoyable. « Nous ne sommes pas ici pour des désirs ou des intentions. Avez-vous menti, oui ou non ?» Le tribunal était resté silencieux lorsque Marie quittait l'enceinte en fin d'après-midi. Le soleil se couchait déjà derrière les hautes fenêtres, teignant le mur de ton doré, qui contrastait avec la froideur tartasieux. Ses pas résonnaient dans le couloir, précis, presque comme s'il fuyait quelque chose d'invisible. Il y avait dans ses yeux un mélange de soulagement et de tourment, comme si chaque mot prononcé au tribunal avait ouvert de vieilles blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. Dehors, la ville semblait poursuivre sa routine, comme si rien ne s'était passé. Les gens passaient à la hâte, préoccupés uniquement par leurs propres histoires, sans imaginer le poids que Mary portait. Mais pour ceux qui suivaient l'affaire de près, il était impossible de l'ignorer. Ce procès ne concernait pas seulement les lois, les témoignages et les preuves. Il s'agissait de promesses brisées, de liens qui avaient été tissés de manière fragile et qui s'étaient cruellement déchirés. Cette nuit-là, Mary rentra chez elle en silence. Chaque objet autour d'elle semblait porteur de souvenirs. La tasse de café sur la table lui rappelait les matins où elle partageait des confidences avec son ami. Le berceau dans le coin de la pièce, désormais vide, était le rappel douloureux d'un début de vie entouré d'espoir. L'écho des promesses qui avaient autrefois semblé si fermes résonnait encore comme une mélodie maudite. Le procès s'était transformé en une avenne de récits.
D'un côté, Mary essayait de prouver la vérité de sa douleur. De l'autre, son ancien ami, désormais sa plus grande adversaire, se défendait avec la même intensité. Chaque mot après un froideur. À chaque témoignage, ce n'était pas seulement le conflit pour la garde qui était révélé, mais une lutte encore plus profonde, la bataille pour la mémoire de ce qui s'était réellement passé. Les promesses qu'il est autrefois les deux femmes apparaissaient au tribunal comme des spectres, des souvenirs d'après-midi entières arrivés ensemble, de conversations où Mary s'appuyait sur son ami pour supporter ses pleurs de la maternité, mais aussi des souvenirs de petits gestes qui, rétrospectivement, semblaient préludes à l'incraison, des regards insistants vers le bébé, des conseils qui sonnaient comme de la manipulation, des étreintes qui cachaient des intentions. L'avocat de Mary, en préparant les prochaines sessions, insistait pour qu'elle soit forte. Mais en elle, la force se confondait avec la fragilité. Après tout, comment mettre des mots sur ce qui était un jeu? Comment traduire un atout moderne de douleur de voir sa confiance transformée en une arme contre lui-même? C'était comme si chaque témoin qui montait à la barre allumait d'une nouvelle flamme d'incertitude à lui. Il y avait ceux qui se souvenaient de leur rire à midi. Il y avait ceux qui insureraient que Mary, dans sa fragilité émotionnelle, avait donné plus du qu'elle ne voulait l'admirer. Le tribunal oscillait à des versions, et chaque version semblait contenir un peu de vérité et beaucoup de venin. Dans ce chapitre de sa vie, Mary commençait à comprendre une chose cruelle. La justice ne se meut pas par le poids de la douleur, mais par le poids des preuves. Et les preuves, pour elle, étaient des fragments difficiles à rassembler. Sa plus grande arme n'était pas un document, mais le souvenir. Et les souvenirs, face à la froideur de la loi, étaient toujours contestables. L'écho des promesses brisées continuait de la suivre, non seulement au tribunal, mais aussi en elle-même. Chaque mot de serment d'amitié, chaque « je serai là pour toi » que son ami lui avait dit, sonnait maintenant comme une ironie cruelle. Et, au fond d'elle, Mary savait, ce qui était en jeu n'était pas seulement un procès, mais sa propre identité en tant que mère, en tant que femme, et en tant que personne qui avait trop cru aux liens humains. Tandis que la nuit avançait, Mary s'assit devant le berceau vide, passant ses doigts sur le bois froid. Elle murmura une promesse silencieuse, cette fois pour elle seule. Peu importe qui arriverait, elle ne laisserait pas cette histoire être oubliée. Si la justice des hommes échouait, la vérité résonnerait encore dans sa voix. Et c'est avec cette pensée qu'elle s'endormit, sans se douter que le lendemain apporterait de nouvelles révélations et que le tribunal, plus que jamais, se transformerait en une scène de souvenirs déformés où chaque mot pouvait être à la fois une arme et une tentative désespérée de racheter la vérité. Le tribunal était bondé ce matin-là. L'affaire Mary Wilder n'était plus un simple procès, elle était devenue un spectacle qui suscitait la curiosité et les débats à chaque coin de rue de la ville. Les reporters se disputaient la première rangée, avides de chaque mot qui pourrait faire les grands titres. Les gens ordinaires, pour la plupart sans aucun lien avec la famille, se serraient sur les bancs du fond, attirés par l'aura de mystère et le point grêle de l'histoire qui s'érodait devant tout le monde. Mary, le visage fatigué, était assise à côté de son avocate. Le temps semblait avoir laissé des marques profondes sur ce visage. Des sangs de creux, l'expression abattue et une sorte de vide dans le regard. Ce n'est pas seulement la pression du jugement qui l'a consumé, mais la conscience que toute sa vie est en train d'être du secret devant des inconnus. Ses erreurs, ses peurs, ses secrets. Ce jour-là, la dernière partie de l'accusation, elle était entendue. Le procureur avait confié un récit un peu calme. Mary, en tant que manipulatrice, une femme capable de tremper jusqu'à sa meilleure amie, l'embrainement dans une toile du mensonge qui avait abouti au terminal. Le procureur parle avec continuation, son rapport résonnait dans la salle, tandis qu'elle montrait un document d'avessage et des témoignages. Il peignait Mary non seulement comme une accusée, mais comme un symbole de tout ce que la société méprisait. La fausseté et la trahison, la rupture de la confiance. De l'autre côté, la défense appelait au calme. Son avocate, une femme à la voix douce mais incisive, tentait de montrer que Mary n'était pas un monstre. C'était une femme brisée, avec des blessures émotionnelles que personne n'avait pris la peine de voir. Quelqu'un qui cherchait l'acceptation et qui, en s'engageant sur le mauvais chemin, avait fini par construire une mascarade qui lui avait échappé. Elle ne voulait pas faire de mal, elle voulait être aimée, elle voulait être vue, disait la défenseur, la voix étranglée, essayant de retrouver un fil d'humanité dans l'image dévastée de sa cliente.
Sur le banc des témoins, la meilleure amie de Mary fut épelée une dernière fois. Le silence était absolu lorsqu'elle marcha jusqu'à son chiage. Ses yeux étaient embuvés, et en regardant Mary, elle n'est pu cacher un mélange de colère, de douleur et une ombre de regret. Là, devant tout le monde, elle confessa qu'elle n'avait jamais imaginé que la personne en qui elle avait le plus confiance serait capable d'une telle trahison. Mais, en même temps, elle reconnut qu'elle voyait aussi en Mary une femme fragile, quelqu'un qui s'est dénoué dans ses propres mensonges au point de ne plus pouvoir revenir en arrière. Ces mots furent comme des coups de poignard dans l'air. Il n'innocentait pas Mary, mais ne la condamnait pas non plus complètement. Le tribunal entier put sentir que cette histoire ne portait pas seulement sur un crime, mais sur des relations humaines brisées, sur de la confiance rompue, sur des choix qui changent des destins. Lorsque le juge demanda finalement le silence pour prononcer son sentence, tout le monde retint son souffle. Il était 16h03, le salon était rempli d'une tension presque palpable. Le son du marteau résonna, et avec lui, la vie de Marie prit un tournant définitivement. Marie fut reconnue coupable de falsification et de fraude. La peine n'était pas légère, mais ce n'était pas non que la plus sévère. Le juge, dans ses mots, reconnut qu'il avait là une tragédie personnelle, non pas seulement un crime, mais d'une vie effondrée. Madame, vous avez construit une histoire sur tes mensonges, et maintenant vous en payez le prix pour chaque mot non dit, pour chaque vérité chassée. Que cette sentence serve non seulement de punition, mais aussi de réflexion. Marie ferma les yeux. Elle ne pleura pas, elle ne criera pas. Elle resta simplement en silence, comme si elle acceptait enfin le poids de la réalité. Sa meilleure amie l'observait, et pour la première fois depuis longtemps, Marie réussit à la regarder. Il n'y avait pas de pardon dans ce regard, mais il y avait de la compréhension. Et peut-être, à un moment donné dans le futur, une chance de rédemption. Dehors, le monde continuait de commenter, de juger, de pointer du doigt. Mais pour Marie, tout ce qui restait était l'écho des mots du juge et la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Alors quand on la conduisait hors du tribunal, le bruit des caméras et des journalistes semblait lointain. Dans son esprit, une seule phrase se répétait. « Si j'avais dit la vérité, dès le début. » Il était trop tard pour revenir en arrière.